Dans l'actualité du 13h15, 3 janvier 1966, 3 janvier 2014, le Burkina Faso commémore la chute du régime de Maurice Yamniego, une date qui marque la fin de la première république de Haute-Volta. Et puis des Américains initiés au rite d'Ozo. 26 ressortissants du pays de l'oncle Sam viennent d'être initiés au rite d'Ozo. Les Dozo sont des confréries africaines de chasseurs constituées en des sociétés plus ou moins secrètes, réunissant des chasseurs émérites au pouvoir mystique. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Cette information tragique a pour commencer, un car de transport en commun est rentré en collision avec un camion de transport de marchandises sur l'axe Bobo-Dioulasso d'Edougou hier dans la nuit aux environs de 23 heures. On nous signale un bilan de près d'une vingtaine de morts sur place et plus de 20 blessés, dont 11 graves. Nos équipes étaient sur les lieux du drame. Elles reviendront dans nos prochaines éditions sur cette information. Ce 3 janvier marque au Burkina Faso la commémoration de la chute du régime de Maurice Yamniego. C'est une date qui marque la fin de la première république de Haute-Volta. C'est suite à une grève générale conduite par les syndicats que le président Maurice Yamniego a été descendu de son poste de président. Ce jour-là, plus de 40 000 personnes étaient au rendez-vous de la protestation. Le colonel Lamizana, chef d'état-major qui jouait les médiateurs, va se retrouver chef d'État et Bassolma Bazier, le secrétaire général de la CGTB, rend hommage ici à ces militants qui ont dit non à l'arbitraire et à la gabegie en 1966. Le 3 janvier 1966, ce qui s'est passé, c'est un certain nombre de mesures drastiques que le pouvoir de la Première République avait prises en vue non seulement de diminuer les allocations familiales, diminuer les salaires, faire des blocages de salaires. Ce régime a été interpellé à maintes reprises par le mouvement syndical en son temps. Il s'est entêté. Il y a eu une coalition bien réfléchie et bien menée entre le mouvement syndical et les partis politiques d'opposition en son temps, avec le soutien des étudiants et des élèves qui ont mené cette lutte et jusqu'au renversement du pouvoir de la Première République le 3 janvier 1966. Les leçons que nous pouvons tirer, c'est d'abord la qualité de la solidarité au niveau des organisations syndicales, mais en même temps qu'ils savent à un moment donné faire un joint entre les autres organisations politiques et puis interpeller les dirigeants en place et leur dire que le peuple traverse des conditions qui ne leur permettent pas de vivre dignement. La question de la vie chère est toujours de jour et nous avons également constaté que le pouvoir d'achat des travailleurs et surtout de l'ensemble de la population s'est beaucoup érodé. Et de ce point de vue, nous avons interpellé le gouvernement de revoir le pouvoir d'achat des travailleurs en augmentant le salaire de façon conséquente, conformément au coût réel de la vie. Nous avons aussi demandé à ce que la grille indemnitaire soit relue. Vous savez très bien que les indemnités aujourd'hui sont en déphasage avec la réalité sur le terrain. Et nous avons concentré l'ensemble de ces revendications dans la plateforme unitaire qui a été déposée au niveau des autorités et nous les interpellons à ce que ces préoccupations-là trouvent solution. Bassolma Bazier, secrétaire général de la CGTB, au micro de Bouma Ernest Nebier sur des images signées Lassina Ouattara. Au Burkina Faso, le gouvernement a entrepris de réduire les contraintes liées à l'obtention des actes de construire auprès du ministère en charge de l'urbanisme. Il a ainsi engagé une étude en vue de trouver des solutions aux difficultés du secteur immobilier, ce qui a abouti à cette étude sur les contraintes liées à l'obtention des actes de construire. Sur plus d'1 millier de chantiers de construction contrôlés, seulement 21% des promoteurs concernés disposaient d'un permis de construire. L'étude recommande une plus grande célérité du processus de délivrance des actes de construire. Isaïe Parkouda pour les détails. Au cours de cet atelier, les jugeants seront focalisés sur les contraintes liées à l'obtention des actes de construire. Il est question pour les acteurs présents de définir une stratégie pour promouvoir la construction dans le respect des normes et lois en la matière. Nous avons commandité une étude pour essayer de voir quelles sont les entraves. Cette étude, la version provisoire est là. Et donc, nous allons regarder avec les différents acteurs
pour savoir les entraves c'est quoi, le constat d'abord, et puis ensemble, quelle est la proposition de solution pour que il est nécessaire que ces actes-là les gens soient détenteurs de ces actes-là, donc pour leur permettre aux promoteurs de les avoir afin de pouvoir bâtir les bâtiments dans toute sécurité. Au regard des statistiques, de nombreux chantiers de construction ne respectent pas la réglementation en vigueur, alors que le besoin de logement est sans cesse croissant. Nous constatons encore qu'il y a des lourdeurs et les promoteurs, disons, les gens qui veulent construire, rencontrent encore pas mal de difficultés, surtout pour la constitution de leur dossier. Ce n'est pas au niveau même du centre de facilitation des actes de construire, mais c'est surtout au niveau des structures privées et publiques chargées de leur délivrer leurs différents documents pour constituer leur dossier de demande d'acte de construire. Les participants sont appelés à faire une analyse exhaustive de l'état de lieu des pièces exigées et faire des propositions afin de lever toute entrave inhérente à l'obtention des actes de construire. La Chambre nationale d'agriculture aborde la nouvelle année avec plus de sérénité. De son bilan dressé en fin décembre 2013, la Chambre se réjouit du chemin parcouru. L'organisation connaîtra une nouvelle dynamique cette année 2014 pour mieux jouer son rôle de relais des politiques nationales d'agriculture. Jacques Lamissa, Tarpaga. La Chambre nationale de l'agriculture corrige ici ses insuffisances pour mieux envisager l'avenir. Cette assemblée générale consulaire dresse ainsi le bilan de 2013 et le défi pour 2014 est de mieux jouer son rôle d'interface entre les producteurs et le ministère de l'Agriculture. 2014 verra vraiment la restructuration en profondeur de l'institution consulaire, notamment en jouant pleinement son rôle de relais des politiques, les politiques nationales en direction du monde rural. La Chambre d'agriculture va jouer vraiment son rôle de relais au niveau des régions, au niveau des provinces et au niveau des communes pour faire passer les politiques que le gouvernement va édicter pour le compte du monde rural. Les entraves au bon déroulement des chambres d'agriculture sont également nombreuses. Leur dynamisation permettra de mieux faire comprendre les politiques du gouvernement par les producteurs pour un meilleur développement de l'agriculture au Burkina Faso. À l'Organisation ouest africaine de la santé OAS, des stagiaires de 15 nationalités achèvent un stage professionnel sur le thème de la santé publique, du leadership et du management. Ils ont reçu en décembre dernier des attestations marquant la fin de leur formation en présence de Mouni Barou. Cette remise d'attestation marque la fin du stage de la 9e promotion des jeunes professionnels de l'Organisation ouest africaine de la santé. Ce programme de stage a pour but d'apporter à ces 15 jeunes de la CEDEAO l'expérience et les capacités pratiques pour une gestion durable des problèmes de santé. L'objectif qu'on envisage avec ce programme, c'est pour donner les opportunités de formation et de choix pour répondre aux différents enjeux de jeunes professionnels. De même façon qu'on a aussi d'autres programmes pour les professionnels non jeunes. Et ça veut dire que cette catégorie professionnelle, c'est une catégorie avec plus besoin en termes des enjeux après leur formation de base dans le domaine de la santé. Après les 12 mois de formation, ces jeunes se disent désormais aptes à relever les défis et contribuer ainsi à l'amélioration du système sanitaire de la sous-région ouest africaine. Ce programme de stage était vraiment une opportunité pour nous d'apprendre beaucoup de choses dans la gestion des programmes de santé avec une expérience pratique. Et aussi, c'était une opportunité d'apprendre l'anglais, qui est vraiment une langue importante pour nous. En outre, ça nous donne aussi la capacité d'améliorer aussi dans la santé publique, leadership et gestion, et aussi technologie de l'information et la communication. Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, dans son allocution, a félicité les stagiaires pour leur courage et il les a surtout invités à être des modèles. Un exemple que pourra s'inspirer certainement la 10e promotion qui est déjà attendue courant janvier 2014 pour la même formation.
En août 2013, des inondations ont frappé la ville de Matiakwali à l'est du Burkina Faso. L'Organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES vient de faire un don de vivres aux sinistrés, de quoi redonner le sourire à plus de 300 familles. Bouma Ernest Nébier. Ce don, estimé à plus de 33 millions de francs CFA, va soulager ces sinistrés qui ont tout perdu au cours d'une pluie diluvienne dans le mois d'août. Cette aide de l'OCADES FADA a été distribuée à 308 ménages de 8 villages du département de Matiakwali. Ce don est composé essentiellement de céréales. Ce sont des vivres essentiellement composés de 616 sacs de maïs, de 457 sacs de riz et de 960 litres d'huile. Donc c'est une dotation d'environ 33 24 600 francs qui devrait accompagner les populations au niveau de Matiakwali par rapport à la situation qu'ils ont connue au mois d'août, les 15, 16 et 17 août. Vous avez su qu'il y a eu beaucoup d'inondations et la population a perdu beaucoup au point de vue agriculture, au point de vue élevage et même des maisons. Cette opération alimentaire pourra alléger la souffrance des populations sinistrées pendant quelque temps. Ce que le CADES a fait, ça doit nous encourager et puis nous aider à se nourrir pendant 3 mois et c'est très important. Et mon message est que de les remercier puis leur demander un autre soutien au moment de l'hivernage pour que les gens puissent travailler en saison pluvieuse. Nous demandons toujours s'il y a la possibilité avec ces partenaires, s'ils peuvent toujours accompagner la population pour en sortir de cette crise. Ce don a été possible grâce aux efforts conjugués de partenaires chrétiens pour le Sahel et le ministère des Affaires étrangères du Luxembourg. C'est fini depuis le 1er janvier 2014 pour le Festival Yélène, un festival international de contes et des arts du récit de Bobo-Dioulasso. C'était la 17e édition et le thème de cette année, Racontez-moi chez toi, se veut être un thème de l'intégration des peuples. Comme durant les éditions passées, Festival Yélène 2013 a animé dans la ville de Bobo-Dioulasso des contes, des concerts et autres manifestations. Christine Koulibaly. Cette cérémonie marque le point de départ de 2 manifestations culturelles de la ville de Sia. Le Salon international du livre de jeunesse et de la littérature orale de Bobo Silob, 4e du chant, et le Festival international de contes Yélène qui est à sa 17e édition. 2 manifestations qui ont pour dénominateur commun la promotion, la valorisation et la pérennisation de l'oralité et les arts du récit. Cette année, l'intégration des peuples à travers la culture est le maître mot du festival Yélène. On parle beaucoup d'intégration économique entre nos populations, ce qui est une bonne chose, mais l'intégration économique ne sera possible que si nos peuples on se connaît mieux et qu'on essaye d'intégrer nos valeurs culturelles et artistiques. Nous allons soutenir ce festival parce que ce festival participe à l'éducation des enfants, parce que c'est un festival de contes et de l'oralité. Le thème c'est Conte-moi chez toi. Et nous, c'est Conte-moi chez toi, c'est parler de l'homme, l'origine de l'homme, l'origine de la femme, quelle est la différence, comment on s'est rencontrés, quels sont les facteurs de rassemblement. Des festivaliers des 8 pays de l'UEMOA, de la Guinée équatoriale, de la France, de la Suisse et de l'Espagne vont chacun compter chez lui, pendant que les tout-petits seront amenés à découvrir ou à redécouvrir l'image de la femme dans les contes, les légendes et les épopées à travers le silobe. Et la présente édition mène la réflexion sur le rôle et la place de la femme dans l'éducation des enfants. C'est vrai que la femme est au centre, je pense, au Burkina, en Afrique et dans le monde, au centre de l'éducation à la fois des enfants mais aussi de la construction de politique des nations. Et de ce fait, j'ai voulu aussi, de par ma présence, marquer mon soutien à la liberté des femmes au niveau international et au fait qu'on doit soutenir leur sensibilité pour qu'elles puissent être tranquillement
capables d'apporter ce dont elles ont envie, ce dont elles doivent amener aux enfants. Soirée de contes dans des concessions familiales et sur scène, des concerts mais aussi des expositions sont les grandes articulations de ces deux manifestations. En parallèle se tiendra un colloque international sur l'art du récit comme facteur de développement de nos sociétés. Je le disais en titre, des Américains initiés au rite d'Ozo, 26 ressortissants du pays de l'oncle Sam, viennent d'être initiés au rite d'Ozo. Les Dozo sont des confréries africaines de chasseurs constituées en des sociétés plus ou moins secrètes réunissant des chasseurs émérites au pouvoir mystique. C'était ce 30 décembre à Bobo Dioulasso. Comment s'est déroulée l'initiation? Le reportage de Christine Koulibaly. Ceci n'est pas de la science-fiction. L'événement se déroule en plein brousse de Nassau, sur le site de la confrérie d'Ozo de Bobo Dioulasso. Ces Américains, au nombre de 26, dont 14 femmes, sont venus des États-Unis pour s'initier à la pratique d'Ozo, une manière pour eux de s'inspirer de la culture africaine. Ça représente beaucoup pour mon sang, et le sang même de les gens qui est perdu dans le monde, qui est perdu du colonialisme. Le colonialisme tire les gens et perdit lui dans le mer de le monde. Et maintenant le sang retourne pour apprendre à être humain encore. Il y a un proverbe qui dit, lorsque vous tirez une flèche dans le ciel et que cette flèche revienne par terre, au sol, il faut comprendre que la flèche n'a pas atteint la lune. On peut tout oublier, mais il y a une chose qu'on ne peut pas abandonner. On ne peut pas abandonner ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est notre culture. Désormais, en respectant les règles de la confrérie, à savoir la protection de l'environnement, la défense de la justice, la solidarité, l'entraide, bref, être des modèles dans la société. Si vous acceptez qu'on fait votre initiation, donc à partir de ce jour, même si vous étiez voleur avant, vous n'allez plus voler. Vous ne devrez pas trahir. Vous ne devrez pas mentir. Vous ne devrez pas tuer. Ce sont des acteurs clés qui interviennent dans le cadre de la police de proximité. Et le fait que cette cérémonie initiatique aussi ait drainé une forte délégation américaine, il était de notre devoir de passer, voir tout se passe vraiment très bien. En tant que pionniers du domaine aux États-Unis, leur exemple devrait faire tache d'huile de la vie des organisateurs. À noter que toute personne sans distinction de religion ni de race peut devenir Dozo. Il suffit d'épouser leurs idéaux et accepter les mettre en pratique. Un bel exemple d'échange culturel. Et puis le grand format de cette édition évoque la mare de Djibo dans le Soum. Une mare transformée en barrage et constitue aujourd'hui un lieu vital pour les hommes et le bétail. Ce lieu a une histoire liée à la ville de Djibo que nous raconte Moumouni Soubega. De l'eau à perte de vue en plein Sahel, nous sommes à Djibo dans le Soum. C'est un barrage qui est né de l'aménagement de la mare de Djibo et qui constitue aujourd'hui l'une des principales caractéristiques de cette ville. L'histoire de ce barrage est intimement liée à celle de la ville de Djibo, une ville qui porte le nom de celui qui aurait découvert ce point d'eau. C'était un chercheur qui est venu ici, à chaque moment que son chien revenait de la brousse. Le chercheur là regardait les pieds du chien là, il voyait que les pieds là étaient mouillés. Donc c'est ainsi fait, il a poursuivi le chien là, il est parti voir qu'effectivement il y avait de l'eau. Donc c'est ici il est venu, à ce marigot là, Djibo là. Donc maintenant, c'est là il est resté, et quand les gens sont venus le trouver ici, on leur demandait comment il s'appelle. Il a dit qu'il s'appelle Djibo. Donc c'est pourquoi le village a pris le nom de Djibo. Et la mare là aussi c'est Djibo. Voilà le mot de Djibo. Située sur l'axe Dori-Djibo, la mare de Djibo aménagée est devenue aujourd'hui une source vitale. En plus des populations de la ville, ce sont des centaines d'animaux qui visitent ce barrage chaque jour. Nous avons où nos animaux gagnent à boire. Nous avons où que les gens peuvent enlever de l'eau pour aller faire leur construction.
Il y a les maraîchers qui ont de l'eau à côté de eux. Donc vraiment, et puis les femmes qui viennent au barrage ici faire les linges, je crois que ce barrage-là a beaucoup d'importance. Le barrage représente vraiment une source d'abreuvement pour des milliers de têtes de bovins dans cette province. À partir du mois de janvier ou février, c'est la seule source d'abreuvement pour les animaux sur un rayon de plus de 30 km. Donc si vous arrivez ici à 16h, vous allez trouver pas moins de 2000 têtes qui s'abreuvent. Et comme vous le voyez, c'est une ressource partagée. Cependant, le barrage connaît un ensablement ces dernières années. Ce phénomène s'explique en partie par la pratique de la maraîchiculture sur le lit du barrage et par la forte pression liée à la croissance exponentielle de la population et du cheptel. Et si rien n'est fait, le barrage risque de perdre une bonne partie de sa capacité les années à venir. Cette information triste, avant de poursuivre, Simon Ilboudo nous a quittés. Ancien journaliste à la radio-télévision voltaïque, Simon Ilboudo a été directeur de la radio-télé voltaïque. Après avoir assuré la présentation du journal, Simon Ilboudo a occupé d'autres postes de responsabilité dans d'autres ministères après son départ de la télé. Nos condoléances à sa famille éplorée. Et avant de refermer cette édition, l'information du début du journal, un car de transport en commun est rentré en collision avec un camion de transport de marchandises sur l'axe Bobo-Dioulasso au Dédougou hier dans la nuit aux environs de 23 heures. On nous signale un bilan de près d'une vingtaine de morts sur place et de plus de 20 blessés et dont 11 graves. Nos équipes étaient sur les lieux du drame. Elles reviendront dans nos prochaines éditions sur cette information. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.